suis très détourné, moi j'ai plutôt des bonnes relations. Mais si on commence à venir me faire fouiller les puces en disant « Dites-moi, monsieur Choquet, votre management il est un peu directif, il est un peu... Et il l'est. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté, il ne faut pas insulter l'avenir. Tout le monde va passer aux urgences. Vous, moi, et si c'est pas vous ou moi, c'est vos parents. Voilà. Et là, d'un coup, on va trouver que un verre d'eau, voilà, ça se légitimise. Donc, les syndicats font leur jeu, et il y a un jeu entre syndicats et direction, et ça ne me concerne pas. Mais si on vient me faire un reproche sur mon management il est basé sur les soins et sur le soignant, et si on considère qu'entre un professionnel et un soigné, c'est le professionnel contre le soigné, là ça ne fait plus du tout. Moi je suis tout à fait admiratif dans l'énergie que vous déployez dans tout cela. Et je me dis en contrepoint, je vois que la vaccination, je reprends mon thème de vaccination parce qu'il est très parlant en ce moment, je vois une tolérance générale pour la mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que moi je me mets du côté patient et je m'attends à ce qu'un hôpital affiche bien sûr 100% de soignants vaccinés. Ceux qui ne le sont pas, ils sont dehors. Mais je lis ce que dit tout le monde, et tout le monde se met du côté de la protection des soignants qui ne veulent pas être vaccinés. Ceux-là, si je vous écoute, il faut les mettre dehors. Mais alors, comment vous sentez-vous dans ce monde tel que je le vois dans la presse et tel que je l'entends, en disant, bah, dans les hôpitaux, on tolère ça, voilà. J'en rajoute juste une couche. C'est intolérable pour moi. Parce que je trouve que j'ai subi une intervention il y a globalement pas très longtemps. Et donc là, bon, l'organisation était telle que tout le monde était sur le dos de tout le monde, je veux dire, c'était pas les urgences, mais les patients et les autres. Et donc, on avait droit, quand vous êtes dans une opération, c'est quand même toujours moyen, à toutes les conversations privées de là. Donc c'était la salade de maïs, les horaires de la SNCF, mais bon, pourquoi pas. Mais il y avait aussi et surtout, c'est-à-dire que là, comme j'étais sur un lit, je ne suis pas tombée de ma chaise, mais c'était et puis alors leur vaccination, là moi c'est non complètement, hein, et donc je refuse, et là c'était infirmière, hein, non, là je refuse, c'est hors de question, et d'ailleurs vous aussi, peut-être que le jour où on ne sera pas payé du tout on le fera, mais là moi c'est non. Et en plus, au vu et au su, donc le reste on entend dans la presse, mais au vu et au su des malheureux Pékin qui globalement étaient là en suppléant. Alors, sur les choses, sur la vaccination, c'est assez intéressant, parce que ça illustre très bien ce côté mou du départ, qui est que tout le monde doit être d'accord, il faut le consensus, et surtout ne pas prendre la responsabilité d'eux. Je rappelle quand même que tout soignant est vacciné contre l'hépatite B, à l'époque où la question se posait beaucoup moins, et effectivement aujourd'hui, si on décidait sur l'hépatite B de devoir vacciner tout le monde, probablement que la position elle serait différente. Moi, ma position elle est simple, elle vient déjà de la vaccination de la grippe. La vaccination de la grippe, c'est que le personnel devrait être vacciné en totalité et avec une vaccination obligatoire. Je suis quand même étonné quand j'écoute la radio où l'infirmière dit « je prends le risque, c'est ma santé ». Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que c'est même pas, il n'y a même pas la bascule de dire je vais contaminer quelqu'un. Le jour où, sur le plan médico-légal, c'est exactement ça. On prouvera, parce que tout le monde l'a dit, et je ne vais pas rentrer dans les détails, il ne faut pas créer de polémique, mais oui, aujourd'hui, le Covid nosocomial est la première cause nosocomiale, voilà, avec une mortalité qui n'est non négligeable. On en connaît tous. Hein. Et donc, sur cette mortalité non négligeable, il y a bien une cause. Alors on dit, ah oui, c'est les visiteurs. Il y a quand même des patients qui n'ont pas de visiteurs, qui sont dans la chambre sale et qui l'ont eu. Donc, au moment où il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin, et il est clair que c'est très difficile de garder les mesures de protection en permanence, c'est très compliqué psychologiquement, encore plus aux urgences, puisque à la différence de la première vague, la deuxième et l'actuelle troisième, c'est un mélange de... Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, et c'est très difficile à rencontrer chez le patient, c'est pas possible. Maintenant qu'il y a un vaccin, tout le monde devrait avoir l'obligation de se vacciner, c'est évident. Et non seulement, à mon sens, personnellement, non pas uniquement le personnel de santé de l'hôpital, mais
tout travailleur du soin. C'est-à-dire que moi, je vois des patients, ils ont le Covid, ils vivent seuls, et leur seul contact, c'est l'aide ménagère, l'aide-soignante qui vient lui faire la toilette ou l'infirmière libérale. Donc on sait bien comment ils l'ont eu. Donc on ne peut pas être aide-soignant sans être vacciné. On ne peut pas venir dire je viens sur le papier, je suis là pour vous soigner, et en fait, je vous attrape. Donc ma position, elle est simple. Je ne peux pas aujourd'hui forcer les gens à se le faire. D'ailleurs, certains utilisent d'ailleurs le grand débat Astra versus Pfizer. Or, on sait très bien que l'Astra a quand même plus d'effets indésirables sur 24 heures, ce qui explique qu'on ne peut pas vacciner tout le monde. Mais effectivement, il y a une frilosité qui est « Oh mon Dieu !» Alors, en plus, avec tout le problème de logistique que vous avez décrit tout à l'heure, effectivement, la vaccination, c'est un gros problème. Et maintenant, on se cache derrière le côté Astra versus Pfizer, qui est, à mon avis, un peu un cache-sexe, pour pas dire, pour pas le faire. Mais d'un autre côté, avec un gouvernement, avec pas celui-là particulièrement, ça fait 20 ans que on veut absolument que tout le monde donne son avis, et donc on n'est plus, et ça c'est une vision des sociétés, c'est un agrégat d'individualité. Ce n'est pas un groupe humain qui fait corps. C'est plus un corps social, c'est un empilement d'individualité. Oui, puisque c'est une position toujours très française. Il y a un vaccin, non, je ne me ferai pas vacciner. Dites donc, il n'y en a plus. Ah, mais je veux me faire vacciner. Alors ça, il y a ce côté, il y a ces... Et d'ailleurs, il y a probablement une stratégie de la pénurie organisée, mais de communication de la pénurie pour participer, pour aider pour favoriser l'émergence de la vaccination. Mais, encore une fois, cette vision, pour revenir à la vaccination, très tôt quand il y a eu les vaccins, ma position était, indépendamment des problèmes logistiques, etc., c'était, il faut qu'on vaccine les patients aux urgences. Ouais. Sur un principe qui est simple, ils viennent aux urgences, alors ceux qui ont des facteurs de risque, on est bien d'accord, ceux qui sont âgés, s'ils rentrent chez eux, au moins que leur passage a été, entre guillemets, bénéfique, c'est-à-dire qu'on a pu les choper, et on a pu déjà les mettre dans la vaccination, sous réserve qu'ils acceptent. Alors, il y a des problèmes logistiques, notamment sur la deuxième vaccination, c'est certain. Mais encore une fois, cette vision de dire, et par exemple à Bichat, on a fait du dépistage du VIH au bout du doigt pour des gens qui venaient pour des enfants de cheville en disant il y a beaucoup de personnes malades qui sont dans la nature, il y a 22 millions de personnes qui passent aux urgences, c'est un moyen de les rattraper. Et donc on a vu qu'on faisait aussi bien que les CDAG en termes de positivité. Évidemment, dans le milieu des urgences, la réponse a été attendez, on a déjà assez de travail, qu'est-ce que vous voulez à vacciner les gens? Donc ça fait plusieurs années qu'on vaccine les gens contre la grippe, parce qu'ils sont aux urgences. Maintenant ça s'organise, il y a les pharmacies, mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui passent entre les mailles du filet, et légitimement, vacciner contre le Covid les patients aux urgences, ça me paraissait intéressant. Force est de constater que pour des raisons de logistique, d'acheminement, de conservation, on n'a pas été suivi par l'hôpital dans une démarche qui me paraît une démarche censée d'innovation, de soins, d'optimisation, d'élargissement des compétences. On ne peut pas en même temps dire ah les gens viennent pour rien, et quand ils sont là et qu'il y a une épidémie, dire ah ouais non mais nous on va pas quand même s'embêter à faire des choses, c'est médecin traitant, parce que le médecin traitant de toute façon il a jusqu'à très peu il n'avait pas de vaccin. Voilà, ils sont là, profitons-en. Est-ce qu'il y a... Juste, il y a deux questions là. Il y en a une qui suit exactement là, les choses que vous nous dites là sur la vaccination. Et Frédéric nous dit, concernant la vaccination du personnel, est-ce que l'obligation ne pourrait pas venir du médecin du travail et du médecin du travail de l'hôpital, enfin voilà, en accord avec l'employeur, il y a les deux. Hein, donc là, encore une fois, personne ne se risquera. Personne ne se risquera. C'est vraiment ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que personne ne va prendre la responsabilité d'eux. D'ailleurs, au départ, le gouvernement est assez frileux parce que tout le monde a peur. Il faut être honnête, aujourd'hui, vous êtes ministre, de toute façon, vous allez passer entre 3 et 6 mois au cours de la justice de la République.
vous rendez compte. Donc évidemment, bon, honnêtement, les gens ne savent pas plus sur Pfizer ou Astra, maintenant il y a des datas, il y a quand même une cinquantaine de millions, une centaine de millions de personnes qui ont au moins une dose en France, dans le monde, pardon. Donc voilà, mais je ne crois pas aujourd'hui que la direction puisse imposer, ou la médecine du travail puisse imposer sur le plan éthique. Il faudrait quelque chose de réglementaire, comme ça l'est pour l'hépatite B. Personne ne pose la question de l'obligation vaccinale pour l'hépatite B. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup plus de débats ou de faux débats sur hépatite B, autisme, hépatite B et sclérose en plaques. Voilà, tout le monde a cette obligation-là. Là, on parle quand même de la grippe et du Covid. Il devrait y avoir une obligation, comme il y a une obligation d'un calendrier vaccinal ou des choses comme ça. Ça me paraît totalement évident. Aujourd'hui, le soignant contamine le patient. C'est pas entendable. Et si j'ai autre chose à faire, mais si j'allais dans les médias et je disais ça, alors je ne suis pas sur les réseaux sociaux en plus, parce que je vois la violence qui se déverse sur la polarisation des gens. Si je disais ça, j'aurais des tombereaux d'injures, parce que, encore une fois, c'est la liberté individuelle qui est mise au pinacle et plus le corps social. Est-ce qu'il y a une force? Alors, juste pour faire très bien, Jacques, et puis après, il y a Jean-Marie qui est vous lancez plein de gentillesses, mais à qui on passera la parole tout à l'heure, juste pour Jean-Marie, et vous connaissez déjà, et notre membre a été aussi directeur d'hôpital, et voilà. Donc Jacques, pardon, je me suis enlevé par mon président. Est-ce qu'il y a une force, l'autorité de concurrence, qui pourrait imposer la publicité? Je veux dire, ici, 70% des soignants sont vaccinés. Ici, 80%. Ici, 100%. Vous voyez, de façon à ce que, là, je pense que vous êtes une modernité. Le poids de la concurrence ferait que ça ferait rentrer dans l'ordre beaucoup plus. C'est toute la question, encore une fois, c'est toute la question de façon plus générale du benchmarking des établissements publics, oui. Ou, si je reviens sur des services d'accueil des urgences. C'est vrai que le benchmarking de façon générale, c'est-à-dire que d'abord les gens le font, ce qui est bien ou pas bien, ils le font, ils benchmarkent leurs expériences. Est-ce que ça aurait un impact? Je ne sais pas. Je pense quand même qu'encore une fois, dans la population générale, on demande aux gens de se vacciner, mais les soignants ne se vaccinent pas. Le message qui est envoyé, il est quand même calamiteux. En tous les cas, je pense que nous, on est sur Bichat, en tous les cas, moi j'ai les chiffres, on est sur les médecins à 35%, et sur le personnel paramédical de mémoire, je crois qu'on est à 17 ou 18 de vaccination. Alors il faut bien comprendre aussi qu'il y a eu des vrais problèmes logistiques, qui fait que, voilà, il y a eu des vrais problèmes logistiques, mais clairement, oui, il devrait y avoir plus d'incitation, et là pour l'instant les moyens qu'on peut mettre dans l'incitation, c'est de la publicité, vaccinez-vous, l'Astra c'est pas si grave que ça marche, voilà, mais encore une fois, je ne sais pas si les comparaisons, les gens y attacheraient une importance, et je ne pense pas que les hôpitaux aient envie de faire publicité de ce qu'ils pourraient faire mieux. Juste là, on a deux remarques et qui vont d'ailleurs dans le même sens. Il nous dit, bon, est-ce que la question maintenant elle est quand même centrale de celle du management de ce type de service, et qu'on revienne un peu à nos moutons. Et puis Jean-Marie Fessler nous dit, alors je lis, cher docteur, merci, on aurait aimé travailler avec vous, merci d'avoir évoqué les surveillantes, et puis dans votre expérience et celle des urgences, comment est-ce que vous êtes soutenu par la discipline, les syndicats hospitaliers, l'institution, l'INPO? Jean-Marie, si j'ai peut-être pas bien formulé votre question, si je peux vous passer la parole là. Le voilà, notre Jean-Marie. Merci Anne-Marie, merci docteur. Quels sont les leviers pour en sortir? Parce que, vu votre considérable expérience, celle des urgences de Bichat et d'un certain nombre de grands hôpitaux français, on ne peut pas en rester à ces constats-là. Alors les leviers, la société savante concernée, les disciplines concernées, enfin voilà, les syndicats médicaux, que disent-ils? Ça me rappelle des rapports qui datent d'il y a 20 ou 30 ans sur les urgences. Donc,
serait terrible. En gros, le soutien, quasiment la place de l'institution, on a compris que c'était un peu musculaire par moment. Alors, d'abord, la première chose, c'est que, grosso modo, il y a quand même un souci qui est quand même que les chefs de service dans l'hôpital universitaire, c'est des nominations à vie. C'est des nominations à vie. Ah ben ça, c'est comme les profs universitaires. Hein. Et oui, sauf que le prof soit nommé pour faire cours ne pose pas de problème, il fait cours. Mais le chef de service, il ne fait pas que soigner, il manage. Or, il y a clairement des gens qui n'ont pas les compétences pour manager. C'est vrai. Donc déjà, alors je ne dis pas, je m'exonère de la question, hein, est-ce que je suis un bon manager, mais au moins, je pense qu'il faut rendre des comptes. Et moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que je rende des comptes à l'institution en disant, bah là j'ai été bon, là j'ai été moins bon, et là j'ai été carrément mauvais, voire calamiteux. Ça, c'est pas choquant. Ce qui me gêne beaucoup plus aujourd'hui, c'est cette forme de désignation qui devrait... il faut maintenant présenter son projet de service aux membres du service qui vont voter pour dire ah oui, enfin c'est n'importe quoi. Enfin je veux dire, on n'est pas à une élection présidentielle. Je sais pas, quand Peugeot va nommer Tavares, il ne demande pas aux gars de la chaîne de montage, alors vous êtes plutôt pour ou contre, et Tavares explique. Voilà. Donc en revanche, Tavares il va rendre des comptes. Au conseil d'administration, j'imagine. Moi, je vois ça comme cela. Et dire à un moment aux gens, bah écoutez, au bout de 4 ans, au bout d'un mandat, oui, c'est bien, oui, c'est mieux, voire même instaurer à un moment une chefferie tournante, ça me paraît quand même légitime. On critique les cumulards en politique qui sont députés, députés-maires, présidents de machin, de trucs, du conseil d'administration, du conseil départemental, régional. Moi, dans l'hôpital universitaire, on accumule, et j'en connais, qui sont extrêmement éminents en termes de scientifiques, qui sont présidents de, chefs de, directeurs médicaux de, etc. En pratique, la journée ne fait que 24 heures, et moi, je m'occupe des urgences, et basta così. C'est-à-dire que je ne vais pas être en même temps président de l'amicale des Joyeux Lurons, chef du projet machin chose, et directeur d'Institut National de... Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, on enfile les responsabilités comme des pères, les statuts comme des pères, et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des équipes qui se retrouvent sans personnification sans pilotage effectif. Sans pilote. Et sans personnification du pilote avec les obligations du pilote, c'est-à-dire avec l'autorité du pilote. Parce que si c'est le sous-chef qui peut dire mais de toute façon il ne peut rien faire ou rien décider parce que le grand Manitou n'est pas là, on ne va pas aller très très loin. Donc je pense qu'il y a aussi une nécessité de dire, ben voilà, vous avez un projet, vous avez une ligne de conduite, vous rendrez des comptes, et après oui ou non. Et aujourd'hui, moi je ne suis pas universitaire, donc je suis très détendu, mais il faut vraiment qu'il y ait eu un gros souci pour faire partir un chef de service universitaire pour faire remplacer par soit un universitaire, alors là ça devient très compliqué, soit son agrégé ou autre. Donc oui, il y a un vrai souci. Après, moi personnellement, je trouve que plus le temps passe et plus je trouve de plus en plus de soutien avec ma direction des urgences. Ça, il faut être très honnête. Alors, d'abord, il faut être gentil avec la direction de temps en temps, il faut se mettre à la place des gens. Je ne sais pas, il doit y avoir une vingtaine de services. La direction elle préfère se mettre à dos les urgences et être bien avec les 19 autres que l'inverse. Ça, c'est humain. J'ai bien avec quoi maintenant? Avec les 19 autres. Ah oui, d'accord. Oui. C'est-à-dire... consensus, c'est plus simple. Donc, moi, je trouve que j'ai toujours eu quand même, dans la recherche de lits, dans l'histoire des lits d'aval, dans des décisions, de plus en plus, et aujourd'hui, actuellement, j'ai plutôt un sentiment d'un soutien, affiché ou non affiché, mais peu importe, l'important c'est qu'il soit parce que je ne suis pas non plus naïf et je sais qu'il y a des rapports de force énormes. Moi je trouve que plus le temps passe et plus il y a des soutiens des urgences, mais
pour peu que le job soit fait. Je pars du principe que notre théorie a toujours été, il faut que chez nous ça soit nickel pour commencer à aller foutre le bazar chez les autres. Mais si on commence à critiquer les autres alors que c'est le bazar, on nous dit, ah ouais, les urgences c'est la vitrine de l'hôpital. Putain, de temps en temps quand on va voir la vitrine, on se dit, la boutique ça doit être pas fameux. Donc on ne peut pas arriver en critiquant et en critiquant les autres alors que nous-mêmes on n'est pas nickel. Évidemment, on ne l'est pas tout le temps. Je ne veux absolument pas dresser un tableau idyllique où tout le monde est parfait et tout est formidable. Mais au moins, quand on nous fait des reproches, si ces reproches sont fondés, il faut accepter ces reproches et prendre les moyens de. Même si probablement, ma réputation est probablement d'être quelqu'un d'extrêmement autoritaire, voire psychorigide, voire sociopathe. Je reprends, je vous laisse reprendre votre souffle 30 secondes avec une question à laquelle vous avez, j'allais dire, partiellement ou quasiment répondu, en tout cas pour la partie direction, et qui était quand même la question de l'évaluation. Et de l'évaluation, bon, il y a l'évaluation des personnels, mais il y a aussi l'évaluation des directions d'un certain côté. Alors ça se manifeste par ce que disait Jean-Marie Thiel, qui a disparu de l'écran alors qu'il était tout vert tout à l'heure. Donc, je veux dire vert du micro, hein, pas vert personnellement, parce que je voulais dire que normalement, il voulait prendre la parole, le revoilà. Et donc, j'ai remarqué cette habile transition, parce que je voyais Jean-Marie, qui d'habitude est très hiératique, et qui l'a bougé un tout petit peu, donc ça veut dire qu'il avait envie de dire quelque chose. Jean-Marie, à vous, et puis Christophe après. Non, c'est toujours la question du changement de manière cohérente, et surtout dans des très très grands hôpitaux. Est-ce qu'il y a une volonté commune, en l'espèce à Bichat, qu'effectivement, comme vous l'indiquez, la vitrine puisse être nickel? Parce que ça implique quand même des ressources, une fluidité, une rapidité aussi dans les décisions prises et les soutiens dont vous bénéficiez ou pas. Le problème des urgences, c'est qu'on est en interface avec tout le monde. Ouais. Donc on est en interface avec le médicothèque, c'est-à-dire le laboratoire, avec la radiologie, avec les services d'hospitalisation, avec le brancardage, avec la chirurgie, avec les blocs opératoires. Donc en fait, dès qu'il y a un dysfonctionnement, sur les urgences, ça va impacter. Ce qui explique en partie avec le quotidien aussi, l'exaspération que peuvent ressentir aussi certains soignants et l'épuisement. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal à travailler, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une exaspération, c'est-à-dire que les gens, leurs valeurs sont confrontées ou se heurtent à quelque chose qui est contre leurs valeurs du fait de soit l'organisation, soit de ne pas avoir envie d'eux. Si par exemple, vous dites, mais ce patient, il est là depuis 3 heures, il attend d'être brancardé dans le pavillon à côté, on attend le brancardage, puis qu'est-ce qu'il fout? Et que la réponse est, on a autre chose à faire, et on croise les gars à la cafette. Donc on vient me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et honnêtement, je dis, écoute, je peux pas faire grand-chose, enfin, voilà, parce que j'ai pas des pouvoirs illimités, voilà. Donc c'est vrai qu'on est dans un fonctionnement qui est extrêmement lourd, qui est de moins en moins responsabilisant, et avec des cournois de management qui sont objectivement d'abord plus complexes, hein, c'est quand même beaucoup plus compliqué de manager dans un système qui est moins coercitif, où quand même, dès que les gens ne font pas leur travail, d'abord on se posait la question de pourquoi ils ne le font pas. C'est-à-dire quels sont les déterminismes sur un ton victimaire, et non pas à un moment, écoutez, vous êtes payé pour faire ça, vous le faites ou vous dégagez. Donc oui, c'est un peu, l'hôpital, c'est un peu, c'est compliqué, c'est lourd, et je peux comprendre aussi que même ceux qui se sont dans un environnement qui est complexe, hein, je rappelle, c'est quand même la PHP, c'est des courroies de transmission qui sont politiques, etc. Il y a dans le passé semi-récent de Bichat, la communauté médicale qui a réussi à avoir la tête de la directrice.
Donc il ne faut pas non plus, comme il y a cette stratégie pas de vague, finalement, vous êtes un bon directeur s'il n'y a pas eu de vague. Et si finalement c'est encore les urgences qui crient, oh, c'est pas très grave, du moment que... voilà. Oui, ils sont crieurs par échange. Exactement. Et je trouve qu'ils sont trop crieurs, trop pleureurs. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes, c'est-à-dire que quand on voit un urgentiste à la télé, je suis pas sûr que ça crée des vocations. De temps en temps, si vous y allez, c'est quand même d'expliquer quand même qu'il y a un intérêt à ce métier. Si vous expliquez que c'est le Golgotha au quotidien, je suis pas sûr que ça va générer des vocations. Ça aussi, c'est quand même la b.a.-ba. Si vous voulez qu'il y ait des collègues et qu'il y ait des équipes qui soient pleines, parce que j'ai des postes vacants, il faut bien comprendre. C'est pas en y allant en disant excusez-nous, mais quand même ce qu'on vit c'est quand même terrible. Faut arrêter aussi ça, ce discours. Est-ce que vous arrivez, Christophe, à avoir des relais auprès des autres services qui travaillent avec vous? Je m'explique, les urgences, vous avez 19 autres services en chirurgie, radio, machin, etc. Est-ce que vous arrivez à créer une dimension référent, relais d'information correspondant avec ces différents services qui justement peuvent vous soulager de cette administration quotidienne? Alors, moi j'ai des bonnes relations avec des services avec lesquels je travaille bien. Ça, il y a aucun souci parce que, encore une fois, il y a des médecins extrêmement compétents, talentueux et motivés qui sont dans l'hôpital. Je ne vais pas vous dire que moi je suis tout seul alors que je suis parfait petit gars et puis je suis entouré de vilains. Non, pas du tout. Donc je ne suis pas tout seul, loin de là, avec des gens qui ont parfois, pas forcément non plus, l'autorité ou la légitimité ou managériale pour influer sur les décisions de service. Hein. Il faut bien comprendre que, j'ai déjà dit, les services sont extrêmement pyramidaux. Et donc, il n'y a qu'une tête, il n'y a qu'un chef, et que les autres, quoi qu'ils en pensent, ils se soumettent. Mais il y a des... oui, il y a quand même une communauté, il y a quand même... voilà. Il faut, ça aussi, je pense qu'il faut surtout, dans cet environnement qui est difficile, arrêter de faire penser qu'on est les seuls à avoir des problèmes, les seuls à avoir des contraintes, et qu'on est les seuls contre le reste du monde. Si vous transmettez ça à vos équipes, bah, pareil, à un moment, ils vont vous dire, écoute, moi je ne suis pas payé pour ça, pour être le petit village gaulois. Je pense que ça, c'est une erreur. Et pareil, c'est un mode de communication de beaucoup de services d'urgence, de dire, on est seul contre la face du monde et on ne vous aime pas, et voilà. Moi, quand même pas, je ne suis pas là pour être aimé ou pas être aimé, je suis là pour faire un taf. Et il faut aussi comprendre que les autres ont des contraintes, subies ou voulues, que les autres aussi ont des difficultés, les autres ont des gestions RH qui est problématique dans l'environnement qui est le même que le mien. Et donc si je commence à dire oui mais moi je suis parfait, les autres sont nuls, je pense que c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment une politique isolationniste. Et après, moi je me retrouverai tout seul parce que les équipes doivent aussi comprendre que on n'est pas les seuls à avoir des valeurs soignantes, qu'on n'est pas les seuls. Il y a quand même d'excellents médecins et paramédicaux, qu'on soit bien clair, encore une fois. Et voilà. Mais c'est vrai que la courroie de transmission peut se bloquer sur un seul chaînon. Et ça se répercute directement avec le patient. Et ça crée effectivement une pénibilité qui est absolument majeure pour le soignant. Donc il y a cette usure, et cette usure, dans un monde parfait, j'ai un patient, je vais l'hospitaliser, il y a un deadline, voilà, fin de la discussion. Ça serait la vie parfaite. En réalité, pour hospitaliser un patient, c'est plein de coups de téléphone, plein de recherches. Quand vous voyez qu'on est quand même en train d'organiser... vous savez, ce qui est à la mode, c'est bed manager, c'est-à-dire que les services, les propres services ou l'hôpital n'est même pas en capacité de savoir combien de lits vacants elle a réellement en temps T. Je pense qu'on a encore quelques petites systèmes d'amélioration. Moi j'ai été en Californie avec mon patron et deux amis visiter des services d'urgence.
où il y a, comme dans une salle ici, avec les écrans, où les 18 du 4e étage se libèrent, clac, c'est vert, et tout le monde sait en temps réel que le 18 du 4e, c'est vert. Là, il faut regarder, il y a un outil informatique, ah oui, mais il n'est pas tenu à jour. Maintenant, ça c'est une chambre, mais qui est en train de ripoliner, ça c'est une chambre, c'est devenu un bureau, ça c'est pas possible, c'est une chambre seule, parce qu'on a mis 2 personnes, enfin une personne dans une chambre double, mais elle est en train de décéder, donc il faut quelqu'un à côté. Donc tout ça, il faut le découvrir, et ça allonge considérablement le temps. C'est-à-dire que l'urgentiste, il fait 5 minutes. Le temps de contact d'un patient, c'est 8 minutes. Et tout le reste, c'est la discussion, des coups de fil, la négociation, etc. Donc effectivement, ça casse un tout petit peu l'intérêt de la chose. Alors il y a une question, et puis pardon Jacques, vous vouliez aussi en poser une. Il y a une question de Michel. Là aussi, on est en plein sur ce sujet-là. C'est comment sont traités les dysfonctionnements interservices pour améliorer le fonctionnement général. Alors, quelle est la question? Peut-être encore Jacques, et puis je vois que l'heure tourne. Voilà. Alors je vais répondre rapidement. Donc il y a 2 possibilités. Bon, d'abord, moi j'ai une très bonne relation avec la direction des relations avec les usagers. Donc, premièrement, c'est moi qui réponds aux plaintes. Je réponds toujours personnellement aux plaintes et je ne transfère jamais mes plaintes aux praticiens mis en cause. Je fais barrière et quand je communique auprès des équipes une plainte que je considère comme vraiment légitime, parce qu'il y a des plaintes qui le sont quand même un peu moins, je l'anonymise toujours et je ne le personnifie jamais. Je considère que l'expérience individuelle est à usage collectif. Donc voir quelqu'un en lui disant tu sais t'as été nul et puis il est mort dans d'atroces souffrances, je suis en train d'atomiser ce praticien psychologiquement, puisqu'on pense toujours à ça, et ça n'a aucun intérêt parce que je pense que l'erreur qu'il a faite, je pourrais la faire et mes collègues pourraient la faire aussi. Donc l'objectif c'est, et je sais moi, et je l'ai fait comprendre aux équipes, que oui, j'ai le droit de leur aboyer dessus quand il y a une erreur, parce que c'est moi qui me tape la famille. Et quand, de temps en temps, ça peut être très agréable, mais rarement, lorsqu'il y a une erreur médicale majeure, c'est rarement pour me porter au nu. Et donc c'est moi qui vais voir les familles, et c'est moi qui gère personnellement. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est bien sûr la gestion d'événements indésirables graves. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les revues de morbimortalité, c'est-à-dire où tout le monde se réunit pour discuter d'une prise en charge, et comme vous le savez très bien, c'est la théorie des systèmes complexes, une grosse erreur et la succession de microscopiques erreurs dont la somme entraîne une erreur catastrophique. C'est rarement, j'étais avec ma tronçonneuse et j'ai décapité le patient parce que je me suis pris dans des fils. Non, c'est jamais ça. C'est toujours, il y a eu, ça n'a pas été fait, ça, il y a eu un peu de retard, il déchire, et puis tac, et ça devient quelque chose de grand. Donc oui, il y a une gestion. La vraie question, c'est, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça change fondamentalement le fonctionnement des services? Et là, on revient sur le management. C'est-à-dire que si on se réunit pour dire on n'a pas été bon, et pour dire bon, on n'a pas été bon, il faudra faire mieux la prochaine fois, et que... mais l'objectif, c'est aussi qu'un service ait une sorte de mémoire, ce qui est compliqué, du dysfonctionnement pour pouvoir trouver des solutions. Et puis pour pouvoir réactiver en disant, vous voyez, c'est comme la dernière fois, on est en train de faire comme la dernière fois, on va faire les mêmes erreurs, n'oubliez pas, parce que cette petite erreur a conduit. Voilà, moi j'ai une question par analogie avec des entreprises. Vous avez des établissements qui sont beaucoup plus complexes que les entreprises, ce qu'il faut bien reconnaître est une difficulté majeure. Mais alors en simplifiant, prendre le cas d'une entreprise, je me demande quelles sont les forces de progrès pour les hôpitaux. En disant dans les entreprises, je vois comme force de progrès la concurrence qui en permanence, et la publicité des défauts, l'assurance qualité. Ce que Ralph Nader a fait le jour où il a dit les General Motors, elles ont trop de morts causées par la voiture. Et le jour où c'est devenu public, c'est devenu en montant un facteur extrêmement fort d'amélioration interne des entreprises, qui, si elles ne bougent pas, ont les symptômes de la sclérose, etc., qui s'installent et qui sont quelquefois bien installés, jusqu'à ce qu'un dictateur, une concurrence ou une nouvelle élection change les choses. Mais donc, voilà des forces que je sens du côté entreprise, publicité sur les défauts et concurrence. Et pour les hôpitaux, où la situation est un peu plus compliquée, quelles sont les forces que vous sentez à l'œuvre?
Il y en a deux. Je pense qu'il y en a une qui est collective, qui est un peu du team building, c'est-à-dire, pour faire l'analogie, être corporate. C'est-à-dire, nous, on fait ça, on le fait bien. Et puis après, il y a aussi la satisfaction individuelle. Quand on est porté sur des valeurs soignantes, c'est assez simple, très sincèrement. Quand vous n'êtes pas là en train de dire « Ah ben, j'ai été mieux soignant que le voisin, j'ai vendu plus de voitures que mon partenaire ou concurrent, voilà. » C'est « J'ai fait un soin, je l'ai bien fait, j'ai été bon, les gens sont satisfaits. » Donc il y a aussi une reconnaissance individuelle. Ce qui actuellement marque les services d'urgence, c'est que les gens disent « Putain, j'ai bossé 12 heures d'affilée, je suis rincé, j'ai l'impression de ne pas avoir fait de la qualité. » Et quand vous avez le sentiment d'avoir fait de la qualité et d'avoir été bon, comme ça fait écho à des valeurs qui sont des valeurs soignantes, intimes, vous pouvez en être satisfait. Et donc vous pouvez en être fier. Donc c'est probablement quelque chose qui est tout à fait différent avec l'entreprise ou l'industrie en tant que telle, parce que encore que maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui sont mises sur des valeurs individuelles. Mais c'est vrai que, j'ai l'analogie par exemple avec les voitures, peut-être que oui, vous êtes corporate si vous devenez la première marque ou la deuxième marque à être vendue, mais au quotidien, vous en avez vendu 3, je ne suis pas 3 voitures et votre collègue en a vendu 2, je suis, bon, vous pourrez en être content, mais je ne suis pas sûr que ça puisse faire forcément écho. Alors que c'est beaucoup plus simple à l'hôpital à partir du moment où si c'est vos valeurs soignantes qui sont confortées par la qualité des soins, c'est-à-dire qu'elles sont partagées, donc il y a un souci d'appartenance. Oui, c'est-à-dire que vous avez un souci d'appartenance collective parce qu'elles sont partagées, ces valeurs soignantes. Vous avez le double effet. Le double effet, un effet collectif, un effet individuel. C'est ça qui, je pense, voilà la force. Enfin, heureusement que vous êtes là, quand même. Mais je sais qu'il ne faut pas non plus voir les choses, faut pas que je vois trop les choses en rose, parce que le problème d'un service d'urgence, c'est quand vous dites ça commence à rouler, c'est vrai, je connais le mur. Hein. Alors là, je peux vous le dire par expérience, mais ah là c'est bon, ça roule, vous êtes le mur, vous n'êtes jamais aussi près du mur, et vous tombez de votre cheval. Donc ça, c'est clair, et c'est vrai que de temps en temps, trouver des valeurs soignantes chez des gens qui font ça, pas forcément, voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose, c'est compliqué. C'est vrai que l'équipe d'encadrement, notamment paramédicale, quand je dis bon, faut qu'elle parte, on regarde avec des grands yeux du style mais comment tu veux, qui est-ce qu'on va trouver, parce qu'il y a un vrai problème. Certaines catégories professionnelles, c'est très compliqué de trouver des gens qui aient une certaine compétence et certaines valeurs. Ça devient beaucoup plus compliqué et tout le monde vous le dira. C'était mieux avant, comme dirait ma mère, mais c'était probablement un tout petit peu plus simple en termes de choix de personnes. Un grand merci, c'est passionnant, mais on arrive au bout de l'horaire parce que je crois que Anne-Marie a encore 2 Ah non, moi je veux d'abord remercier Christophe Choquet parce que merci à le club est général là-bas, même si on les entend pas, parce que je dirais qu'à la fois chacun pense à ce qu'est d'abord son incidence propre quand il y va, comme vous dites, 22 millions, ben, on a eu chance sur les 3 ans d'y passer de près ou de loin, globalement comme dirait l'autre. Et puis aussi pour, je dirais, à la fois nos services, les services de santé au travail, quels qu'ils soient, on le voyait par exemple avec les infirmiers, mais sur les questions d'évaluation, sur les questions des interfaces autres, quelque part les problématiques alors, sont moins pressantes et moins urgentes, mais sont un peu les mêmes, idem dans l'ensemble du management, et vraiment on vous remercie pour ces éclairages qui sont plus que des éclairages, qui étaient vraiment un exemple, parce que en gros, on a l'habitude de dire quand on parle de management qu'il y a toujours, c'est un trépied sur lequel il y a effectivement la partie skills, la partie de compétences maîtrise, si on peut dire des métiers plus que simplement compétence, la partie légitimité qui est extrêmement importante, et ça je crois que vous faites bien de le dire, c'est un truc de plein de choses, de reconnaissance, de statut, mais c'est surtout d'être debout finalement au milieu des troupes. Et puis la troisième dimension qu'on appelait dans le temps le charisme, qui quand même effectivement est là, et c'est ce que vous appelez l'exemplarité. Donc un grand merci à vous pour tout ça. Merci pour votre invitation. Voilà, super. Et puis alors je redonne mon écran comme d'habitude
pour redonner, et pardon, le menu. Donc on a nos sessions inter en rayonnement, je vous rappelle, le 25 mars sur exosquelette, et sur exosquelette en milieu de soins et puis et milieu hospitalier. Et ce que je veux dire, c'est qu'en gros ça a été découvert en France 15 ans après le Japon par l'obligation de retourner 30 tonnes dans les services de réa avec tous les gens qui sont là pendant le Covid. Et puis le 15 avril cette fois-ci sur logistique. Et donc on se retrouve en configuration interne le 14 avril sur les enjeux de cybersécurité, de data et de comportement de chacun là-dessus avec un ensemble qui était délicat. Voilà, écoutez, un grand merci à vous tous. Alors où est-ce que vous êtes? Faut que je vais couper mon machin à mon écran parce que je ne vous vois plus. Un grand merci à vous tous et surtout à Christophe, c'était vraiment merci à vous. Et donc continuons le combat.